Un immense projet dans sa conception à l'échelle HO, nous partons à la rencontre de Gabriel et de son réseau Wiesenheim. Bienvenue dans LF Modélisme, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble, nous partons à la rencontre d'un modéliste ayant fait la conception du projet de son réseau sur plusieurs années. Il s'agit de Gabriel, un chantier imposant. Nous allons voir justement ensemble aujourd'hui dans ce grand format réalisé justement, nous allons partir et rentrer un petit peu dans l'intimité de ce modéliste, de comprendre justement sa vision, sa perception à lui du modélisme ferroviaire. Nous allons comprendre comment justement il a commencé, les bases de son réseau, comment les aboutissements, nous allons voir ça ensemble. Nous partons ensemble à la rencontre de Gabriel. Certains d'entre vous le connaissent par rapport à sa chaîne YouTube et la continuation, justement la progression de son réseau intitulant Bienvenue à Wiesenheim. Certains ne le connaissent pas et vont apprendre à le découvrir également, mais je pense que tout le monde va découvrir en même temps ce modéliste et comprendre un petit peu plus le choix de son réseau dans la conception. Nous allons voir donc ensemble dans ce grand format la rencontre de Gabriel. Mais justement Gabriel, peux-tu te présenter pour les abonnés et justement comment as-tu commencé le modélisme ferroviaire? On t'écoute, c'est à toi. Bonjour Loïc et bienvenue à toute ta communauté qui suit ta chaîne YouTube pour la présentation du réseau de Wiesenheim. Je m'appelle Gabriel Lemonnier, sans te refaire tout mon CV parce que c'est un peu compliqué, je vais simplement t'évoquer mon travail actuel. Je suis commerçant en ligne et éleveur professionnel de chats de race Korat. C'est la chatterie du Korat Céleste. J'ai commencé mon initiation au modélisme ferroviaire avec mon grand-père. Et parmi ces 4 petits-fils, je suis le seul chez qui le virus du modélisme ferroviaire a pris. J'ai eu mon premier réseau que j'ai commencé à construire à l'âge de 10 ans. Et qui malheureusement, aux environs de mes 14 ans, a pris feu pendant un épisode d'orage très fort à Lille. Et heureusement, j'ai pu éteindre l'incendie, parce que j'avais un extincteur dans la pièce où se trouvait le réseau. Donc malheureusement, j'ai du matériel roulant qui a cramé, j'ai des rails qui ont littéralement fondu. Tous les bus électriques que j'avais fait et qui n'ont pas supporté, qui ont fondu aussi, donc c'était... J'ai pu récupérer quelques éléments, quelques rails qui étaient hors ligne en fait à ce moment-là, puisque en train d'être construits, donc qui sont utilisés sur le niveau 0 du réseau de Wiesenheim, qui est en code 100 du coup, puisque c'est l'héritage, c'était des rails Roco code 100. Et donc du coup, après l'incendie de ce réseau, le train et l'activité modélisme ferroviaire a été stoppé net. Et le virus m'est revenu en 2009 lors d'un déménagement, quand j'ai déménagé pour aller dans mon appartement après l'université. J'ai récupéré des cartons dans lesquels il y avait du train, et donc j'ai fait un peu un inventaire. Et à ce moment-là, je me suis replongé dans le modélisme ferroviaire. J'ai racheté des revues, j'ai vu qu'il y avait eu un bond technologique absolument phénoménal. Et du coup, ça m'a intéressé. J'ai commencé à faire des esquisses pour le nouveau réseau. Et puis, il y a tous les souvenirs, le folklore, le dépaysement, le luxe de la CIWL, les romans d'aventure, et toutes ces évocations d'ateliers, d'huile chaude, et de machines, de vapeur, de fumée de charbon, etc. Merci Gabriel de ta présentation, justement pour les abonnés, de te connaître un petit peu plus sur toi. Mais à présent, peux-tu nous en parler, peux-tu nous conter comment a débuté l'aventure de ton réseau Wiesenheim? Et également, peux-tu nous en parler des spécificités techniques justement liées à ton réseau? Allez, on t'écoute, on ouvre grand les oreilles, c'est parti. Je voulais relancer un réseau, mais effectivement, la problématique, c'est que quand on habite dans un appartement et qu'on n'est pas propriétaire de cet appartement, on peut être amené à déménager, et c'était tout à fait ce qui est arrivé 2 fois. Donc du coup, le réseau a été vraiment à la base conçu pour pouvoir être déménagé. Malheureusement, cette force-là du réseau modulaire allait devenir un handicap quand j'ai emménagé dans la maison. Parce que c'est pas du tout les mêmes philosophies de faire un réseau statique et de faire un réseau modulaire. J'ai aussi fait pas mal de modélisme naval, parce que je faisais du sous-marin radiocommandé. Et donc du coup, sur la création du réseau de Wiesenheim,
Je voulais faire un niveau qui évoque un port militaire, où je pouvais mettre le sous-marin, qui est au 1 centième. Donc 1 centième, 1 87e, on n'est pas très loin. C'est pas trop choquant au niveau des rapports d'échelle. Et ça me permettait de pouvoir mettre le sous-marin, qui quand même fait 1,70 m de long, à un endroit dédié au modélisme, donc à côté du réseau. Et c'est vrai que maintenant, en arrivant dans ma maison, en achetant ma maison et en dédiant une place très importante pour le réseau, je n'avais plus vraiment besoin de mettre le sous-marin à cet endroit-là, puisque le sous-marin a sa place dédiée dans un autre endroit de la maison. Et donc du coup, la modularité du réseau Wessenheim n'avait plus raison d'être. Et ce qui m'a permis de pouvoir repenser le réseau, de le redessiner. Et parce que à ce moment-là, j'avais deux choix. Soit je détruisais complètement ce que j'avais fait, or il y avait quand même beaucoup de frais qui avaient déjà été engagés. Soit je réadaptais ce qui avait déjà été construit pour l'utiliser et redéfinir un projet. Alors c'est vrai que le réseau Wessenheim, ayant commencé en 2009, ayant suivi 2 déménagements, puis une période de 4 ans de pause, puis le déménagement final dans la maison où je suis à l'heure actuelle, du coup ça a provoqué pas mal de changements, et surtout ça a provoqué une sensation de lassitude en fait. Et du coup il fallait reprendre une dynamique, faire tourner des trains le plus rapidement possible, parce que un réseau qui est aussi important, qui devient aussi important, si on n'a pas des trains qui roulent rapidement sur ce réseau, même si ce n'est qu'une portion du réseau et que le reste est en état de chantier, ce qui est encore le cas à l'heure actuelle, mais au moins il y a des trains qui tournent. Et au moins on peut se dire, je vois le bout du tunnel. Donc le vrai gros coup d'accélérateur du réseau, ça a été le challenge que je me suis donné à la fin de l'hiver 2020, juste avant le confinement, où je m'étais donné comme objectif absolument qu'il devait y avoir des trains qui roulent sur le réseau pour l'été 2020. Ça m'a vraiment motivé parce que j'ai pu faire un journal en fait, où tous les jours je me forçais à rentrer dans le journal, et j'ai créé la chaîne YouTube Bienvenue à Wessenheim dans cette optique-là, c'est-à-dire à un moment donné de faire un témoignage vidéo et de me dire voilà, aujourd'hui j'ai fait ça, aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai avancé, aujourd'hui il y a telle partie qui a été construite. Et donc du coup, un peu comme un journal intime en fait, le fait d'avoir le réseau qui avance pour arriver à mon objectif. Et à ce moment-là, j'ai fait des modifications aussi du projet. J'ai augmenté la dimension du projet, puisque j'ai créé une extension dans la chambre. Alors, à la base, cette extension n'avait pas lieu d'être, mais comme je faisais un réaménagement de ma chambre, pour pouvoir notamment mettre des liseuses, parce que j'adore lire, donc du coup j'en avais marre d'avoir une lampe de chevet, et je voulais avoir des lampes qui éclairent derrière moi, donc qui ne m'éblouissent pas quand je suis couché en train de lire. Et bien évidemment, je voulais me faire des placards, etc., puis des espaces de rangement, qui ne sont même pas finis, puisque c'est ce qui est au-dessus qui a plus avancé que les espaces de rangement. Hashtag virus du train. Et donc du coup, en faisant ces débuts d'aménagement, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire au-dessus? Et là, je me suis dit je vais faire une voie unique et traiter sur 50 cm maximum de profondeur. Donc, pas du tout comme le réseau Wessenheim, vraiment. Et faire une gare, parce que le réseau Wessenheim n'avait qu'une seule gare. Donc faire une circulation entre la grande ligne et une voie unique qui reviendrait arriver au niveau de la gare. Et donc du coup augmenter un petit peu le jeu en fait. Parce que j'avais qu'une seule gare
avec un dépôt, une voie, une grande ligne, où on voit circuler les trains, mais finalement très peu de possibilités d'interaction, hormis dans les endroits cachés de la gare. Et puis je trouvais assez amusant ce côté un peu voilà ségromite, où il y a le train qui arrive dans la chambre. Alors il ne va pas m'apporter mes croissants et mon café, mais voilà, je trouvais que cette chose-là était intéressante. Et en fait, du coup, c'est pas une gare, mais deux qui se trouvent dans l'extension. Donc il y a la gare d'Imlichdorf, donc le village des Célestes, et la gare de Katschendorf, le village des Chats. Et donc du coup, maintenant, j'ai une voie unique avec deux gares qui arrivent vers la gare de Wiesenheim, sur la voie numéro 6, qui est une voie surélevée pour justement montrer la différence entre les grandes lignes et le réseau secondaire. Alors ensuite, en arrivant d'extension, la voie secondaire fait tout un circuit en partie caché et émerge au niveau de la gare. Donc tout ça, ça a eu comme conséquence effectivement d'augmenter énormément le plan de voie, de changer encore une fois le plan de voie, parce que depuis 2009, j'en suis à la 17e révision du plan de voie. Il y a eu déjà le passage, comme je l'ai évoqué plus tôt, entre le réseau modulaire et le réseau fixe. Et puis, j'ai utilisé Train Controller, qui va être le logiciel qui va gérer le réseau une fois que ça sera terminé. J'ai utilisé Train Controller pour faire des simulations de trafic. Et donc, ça m'a permis de voir les incohérences par rapport au tracé théorique que je voulais, et me dire, ah bah tiens, à tel moment, ça marche pas, j'ai un goulot d'étranglement, ou alors le grill de la gare, il empêche la bonne circulation des trains. Donc effectivement, ces révisions successives du tracé ont été encore plus modifiées par l'arrivée de nouveaux éléments de l'extension. Donc là, en 2021, le tracé est définitif. C'est-à-dire que là, je suis en train de construire le niveau 5, c'est-à-dire la partie visible du réseau, et j'ai fini les simulations. Je suis à peu près au point sur le TCO, c'est-à-dire le diagramme des voies, de l'organisation des voies. Maintenant, je suis donc à cette étape un petit peu délicate où je transcris le TCO au réel, c'est-à-dire la pose des voies. Et là, c'est un petit peu délicat parce qu'il y a des moments où, quand on est sur un TCO, on n'a pas les notions réelles de distance, et il faut pouvoir gérer effectivement le fait que on a des contraintes spatiales, et donc il faut faire venir ces contraintes spatiales par rapport à ce qu'on a décidé en termes de circulation. Donc là, actuellement, le réseau, il en est là. Il y a une partie qui est opérationnelle, donc c'est la voie de montagne, que vous voyez là, et tout le reste est encore en cours de câblage. Mais par contre, j'ai avancé très rapidement sur l'année 2021. Les différentes parties du réseau sont à différents stades de construction, mais j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de partie totalement finie et de partie encore en cours de fabrication d'infrastructures, pour éviter ensuite qu'il y ait trop de distorsions entre les méthodes que je vais utiliser pour réaliser telle ou telle partie et le moment où les parties qui sont encore en cours de construction arriveront à la même étape. Donc c'est pour ça qu'on a un peu l'impression, vous allez voir sur le réseau, qu'il y a des choses qui ne sont pas finies et qu'il y a plein de choses qui ne sont pas finies. Donc par exemple des maisons qui n'ont pas de toit, ou la gare qui n'est pas entièrement construite. C'est parce que je veux utiliser à peu près les mêmes méthodes de fabrication partout. Les mêmes patines, les mêmes couleurs, les mêmes codes d'application de la fibre statique, etc. Et que si je finis complètement, je ne vais pas forcément avoir la mémoire des mélanges de couleurs, etc. Et donc je veux maintenir une cohérence. Et donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, le réseau a l'air d'être en chantier partout, et que rien n'est réellement terminé. Alors il y a des choses qui ont bien avancé, hein, le ballon de Somniculus par exemple a bien avancé et à un niveau beaucoup plus avancé que le reste du décor.
L'annexe traction aussi de Katchendorf a bien avancé, plus que le gros dépôt. Le réseau va être géré principalement par l'informatique, par la MFAO. J'ai besoin d'une entrée dans le digital, et donc Lens me convient très très bien par rapport à ça. Même si maintenant il y a des fonctions avancées qui sont moins bien gérées par Lens que par d'autres centrales. Mais je reste sur cette topologie-là. Alors ensuite, après, un réseau aussi important que Wessenheim nécessite un câblage. Donc là, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail puisque j'en ai parlé pas mal dans ma chaîne. Mais il y a effectivement toute cette problématique de câblage qui est très importante. Parce que le réseau de Wessenheim, une fois qu'il sera terminé, il y aura 280 mètres de voie. Donc il faut câbler tout ça. Il y a des cantons, il y a 78 cantons et il y a 80 aiguilles. Donc des simples, des triples, des traverses jonction double. Et sur les 280 mètres, j'ai 75 mètres visibles. Donc du coup, réseau époque 1C, époque 3C. La gare de Wessenheim est une halte importante de la Compagnie internationale des wagons-lits. Donc c'est une antenne, c'est un relais traction en fait, sur la ligne fictive Calais, Paris, Dijon, Wessenheim, Bâle, ce qui est voilà, situé dans le contrefort du Jura. Donc on a aussi l'accès à Mulhouse et à Strasbourg qui arrivent, donc en termes de circulation. Et puis des incursions de matériel roulant, ce qui est totalement faux d'ailleurs, mais j'adore ces locomotives, donc du coup je les inclus. Des locomotives qui viennent du réseau Nord et qui changent de locomotive à Wessenheim. Donc ça me permet de mettre des Pacific Nord, de mettre des 231E Chaplon, ce qui n'ont rien à faire là, mais on s'en fiche. Voilà, je me dis, voilà, c'est du matériel que j'aime beaucoup. J'aime énormément André Chaplon, enfin l'ingénierie d'André Chaplon, donc du coup je voulais mettre des Pacifiques. Et donc du coup, fort de ça, voilà, le réseau Wessenheim, c'est sur cette époque-là, jusqu'au champ du cygne de la vapeur. En fait. Donc, en gros, on peut tirer jusque les années 68-70 max. Donc on peut voir certains convois avec des locomotives que je n'aime pas, mais que j'aurai quand même sur le réseau Wessenheim, qui sont les 140 RR. Force est de constater que ces machines-là ne me font pas vibrer comme une pointe française de Chaplon, ou comme une 230K Baleine, ou comme une S9, ou la locomotive que je rêve d'avoir, c'est la 160. A1. Mais voilà, ce sont des locomotives très, très puissantes. J'adore aussi énormément les armistices, donc les G8, G9, G10 et les BR50, donc les 150Z, les 150Y, les 150X, enfin, toutes ces locomotives-là de cette région-là. C'est pour ça que j'avais choisi la région Est à la base. Donc voilà, donc là, on a fait un petit peu le tour du réseau. Gabriel, merci pour toutes ces informations justement sur la présentation de ton réseau Wessenheim. Mais justement, j'ai envie de te poser la question quand même si je m'en doute. Si je te pose la question, à court terme ou à long terme, quels sont tes projets? Tu me dis... Alors mes projets à court terme, c'est très simple, c'est de finir le réseau. C'est qu'on va dire, mais un réseau qui a commencé en 2009, on est en 2021. Je me suis pris 10 ans dans les lattes. Là maintenant, le réseau, je le finis. Il fonctionne, il tourne et je m'amuse. Mon objectif réel, actuel, c'est de faire en sorte que les trains puissent rouler avant la fin 2022. Voilà. Alors pas forcément en MFAO, donc c'est-à-dire pas forcément contrôlé par train contrôleur. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir plein de choses qui ne fonctionnent pas, notamment la rétrosignalisation, notamment les automatismes, etc. Mais au moins que toutes les voies soient posées et que je puisse faire rouler avec le pad et le bouton rotatif les trains n'importe où. Voilà, ça c'est j'allais dire c'est l'objectif le plus immédiat.
Gabriel, comme tu le sais, le modélisme ferroviaire recoupe beaucoup d'activités à l'intérieur, que ce soit de la menuiserie, du décor, de la mise en rail, etc. etc. Toi, mais justement, que préfères-tu réaliser dans le modélisme ferroviaire? On t'écoute. Alors, définitivement le décor. Définitivement le décor et le rapport qu'il va y avoir entre le rail et l'environnement. Parce que ça permet d'ouvrir les portes à la scénographie, au rapport des formes, des volumes, des masses, des couleurs, et donc du coup de venir apporter un élément sensoriel qui vient raconter une histoire. Et ce qui est intéressant dans cette partie-là du modélisme ferroviaire, c'est que justement, on n'est pas uniquement sur la circulation d'un train, mais on est aussi sur le rapport industriel que le train a créé sur l'environnement, sur la façon dont l'environnement a été modifié, modelé pour laisser passer le train, et comment le train ensuite s'est inséré dans cette nature domptée au moment où on pensait que le futur c'était la prise de contrôle sur l'environnement. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est de recréer dans des espaces restreints l'immensité d'une impression et d'une insertion d'un objet technique dans un environnement sauvage. Donc ça, c'est, je pense, l'un des aspects les plus intéressants du modélisme ferroviaire. Le deuxième aspect, c'est aussi de représenter des snapshots, c'est-à-dire des extraits forcément fantasmés, parce qu'on n'y était pas, de la vie de gens qui ont consacré leur vie à la patrie et à l'industrialisation de la France. Et ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire d'essayer de retranscrire une image et une impression d'une temporalité qu'on n'a pas vécue. Ça m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que je ne fais pas de train en époque 5 ou en époque 6. Parce que ça ne m'intéresse pas de représenter des trains tagués. Ça ne m'intéresse pas de représenter du matériel unifié, même s'il y a des très très beaux matériaux qui roulent actuellement. Moi j'aime beaucoup les Regiolis, mais ça ne m'intéresse pas. C'est le rapport un peu steampunk, un peu Jules Verne du chemin de fer, un peu pionnier, qui m'intéresse beaucoup plus que le transport de masse du métro boulot dodo, quoi. Gabriel, et dans tout ça, es-tu collectionneur de modèles justement? As-tu ta propre collection? Si oui, peux-tu nous en présenter quelques-uns? Alors je ne suis pas véritablement collectionneur. Enfin, ça dépend ce que tu appelles collectionneur. J'ai des modèles qui sont majoritairement des modèles du commerce que j'aime beaucoup. Je pense pas que j'ai vraiment besoin de les présenter. Je pense que tout le monde a vu une Chaplon Rocco depuis ces 5 dernières années. J'aime beaucoup la 150Z aussi de Rocco. Ce sont des locomotives qui ont une vraie présence. Mais par contre, je n'ai pas de modèle de prestige ou de modèle d'exception, pour le moment. Peut-être un jour. Si un jour je trouve l'opportunité de trouver une 160 A1 de chez Metro Metal Kit, à un prix pas trop délirant, oui, ça m'intéresse. De nos jours, un sujet qui fait couler justement beaucoup d'encre et beaucoup de salive chez beaucoup de modélistes justement en ferroviaire, l'analogique ou le digital. Justement, toi, t'en penses quoi, Gabriel, de nos jours, avec toute cette évolution qui a pris un boom incroyable? Allez, on t'écoute, donne-nous justement ton opinion, c'est à toi. Alors, le digital, c'est une blague. Je suis un peu provoquant en disant ça. Je suis un peu provoquant et je suis un peu de mauvaise foi. Il y a plein d'avantages à utiliser le digital, notamment pour tout ce qui est l'interaction avec l'informatique, donc l'ordinateur, les smartphones, etc. Il y a aussi plein d'avantages parce que le digital permet des gestions avancées
via les variables de configuration sur les comportements de la machine, enfin des machines. Ça permet aussi de pouvoir faire des pilotages différenciés entre chaque locomotive sur des mêmes sections de voie. Donc tous ces avantages-là sont indéniables. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne la promesse de simplification de câblage entre le digital et le numérique, là on s'est foutu notre gueule. Là c'est une blague. On ne peut pas dire que le digital permet de simplifier le câblage. Or c'est un des arguments commerciaux pour essayer de faire acheter le digital, notamment pour les débutants. Donc ça c'est véritablement une imposture. Par contre c'est vrai que pour toute la gestion avancée, au lieu d'avoir des armoires électrotechniques avec des alimentations qui vont gérer des sections de voie avec des profils de vitesse, de la force, la FCEM, la force contre-électromotrice, et donc du coup, je pense notamment à une alimentation qu'avait fait une personne dont je ne me rappelle plus le nom, qui était l'alimentation cassette, ou les BSR, etc., qui nécessitaient beaucoup de câblage et donc du coup des interventions canton par canton. Bon bah là on a une simplicité qui nous est donnée par le digital. Ça c'est vrai, c'est indéniable. Par contre c'est vrai qu'en ce qui concerne la gestion des coûts, ben ils ont fait des transferts de coûts. Et puis aussi les constructeurs ont bien compris que ça leur permettait de pouvoir faire des différentes gammes artificielles. C'est-à-dire que ils font beaucoup plus de marge sur les décodeurs et sur l'électronique différenciée entre un modèle analogique et un modèle digital, qui se font réellement de marge sur la fabrication du modèle en lui-même. Et c'est ça aussi, c'est qu'avant, vous voyez par exemple Rocco, ils vendaient la SC2000, ils vendaient des boîtiers de commande, etc. Maintenant, ils ont refait une gamme avec la Z21, avec toute la topologie de la Z21, mais on voit quand même que les constructeurs, à un moment donné, se sont posé la question de savoir comment ils allaient réussir à marger plus. Et quand on voit la technologie mise en place dans le digital, on est sur des composants ultra banals. On est sur des microcontrôleurs programmables avec une firmware, il y a des condensateurs, il y a un étage de découpage qui permet d'alimenter le microcontrôleur et de piloter un variateur de vitesse pour le moteur. C'est que de la technologie ultra amortie, enfin, il n'y a rien d'extraordinaire. Et par contre, la réalité, c'est que ça apporte un surcoût indéniable. Le digital apporte des solutions élégantes, très intéressantes par rapport à la gestion dans l'analogique. Pourquoi? Parce que pour pouvoir gérer notamment certaines problématiques, notamment les problématiques de perte de traction, on appelle la force contre-électromotrice, c'est-à-dire quand la locomotive perd de l'adhérence ou va consommer plus de courant parce qu'elle est en rampe, le digital permet de pouvoir directement, au lieu de devoir faire une gestion canton par canton avec des profils de vitesse sur un canton, on peut directement donner des consignes, en fait, locomotive par locomotive. Et ça, c'est l'intérêt, via les variables de configuration. L'autre intérêt, c'est qu'on dissocie le courant traction du courant qui est sur les voies. Parce qu'en fait, c'est le microcontrôleur qui se trouve dans le décodeur, qui va recevoir les ordres et ne va prendre que les ordres qui lui sont destinés, et va ensuite, après, utiliser le courant de traction qui est sur les voies pour le transformer en courant de propulsion. Donc ça, c'est aussi un gros avantage, notamment pour l'éclairage constant, puisqu'on n'a plus à s'embêter avec des éclairages basse fréquence et des selfs de découpage dans les matériels traction, et voilà. Donc on a une gestion qui est beaucoup plus aisée, entre guillemets. L'autre gros avantage du digital par rapport à l'analogique, c'est la MFAO, c'est-à-dire la possibilité par un ordinateur d'envoyer des ordres à une centrale et de la centrale de la répercuter sur les locomotives, ou sur le matériel roulant, ou sur les décodeurs d'accessoires, etc. Le side effect de ça, c'est qu'au plus on a de locomotives sur un réseau, au plus on a un parc qui est étendu, au plus on a des décodeurs, au plus on a des fonctions, au plus on a des temps de latence
sur le transit des informations, et au plus chaque élément qui est raccordé au bus digital peut perdre son information en route. C'est pour ça qu'il faut être beaucoup plus attentif sur la qualité des bus de transport du courant digital qu'en analogique, parce qu'on on peut souffrir de pertes en ligne qui peuvent avoir des conséquences très importantes, alors qu'une perte en ligne de 1 demi-volt ou 1 volt sur un réseau analogique ne va pas poser énormément de problèmes, si ce n'est une baisse de régime du moteur de propulsion de la locomotive. Alors qu'en digital, des chutes de tension sévères peuvent aboutir aussi à des pertes de paquets, et donc du coup ça nécessite un câblage vraiment beaucoup plus rigoureux. Donc le digital en fait va apporter des fonctions de gestion avancée, notamment sur le comportement des locomotives sur un réseau, et donc va transférer une partie des coûts que l'on trouvait notamment sur les commandes logiques et électrotechniques, électromécaniques des réseaux. Mais par contre, ça ne va pas réduire les coûts. Et ça ne va pas réduire le câblage et la qualité du câblage. L'avantage de l'analogique en comparaison, c'est que pour des réseaux très simples, le coût d'entrée dans le modélisme ferroviaire est beaucoup moins important. Parce qu'un régulateur, ça coûte beaucoup moins cher, et qu'une électronique, entre guillemets, dite avancée, alors que c'est une électronique amortie. Donc du coup, effectivement, quand on commence, le coût d'entrée est beaucoup moins important. Ensuite, après, pour du diorama, on n'a pas forcément besoin d'avoir une gestion digitale. Pour moi, le gros intérêt du digital, c'est effectivement quand on l'utilise avec de la MFAO. Sinon, ça reste une blague. Sinon, ça n'a aucune raison d'être. On n'a pas véritablement d'intérêt sur un petit réseau, de se le passer directement en digital, sauf si on veut avoir des fonctions avancées, comme la gestion sonore, ou des gestions avancées liées à des problématiques d'exploitation, notamment des problématiques de force contre-électromotrice, pour des rampes, pour des réseaux qui ont des rampes, etc. Où là, effectivement, la gestion personnalisée par locomotive est un élément qui est intéressant. Voilà, donc ça c'est ce que je peux dire à peu près sur le digital, sans commencer à rentrer dans un vaste débat. Pour moi, l'intérêt principal, c'est de pouvoir gérer par l'ordinateur, et donc de pouvoir gérer les circulations de train et les automatismes en ayant finalement la liberté de n'être que spectateur ou intervenant technique en cas de problème. Ce qui est à mon avis le plus gros intérêt du digital. Maintenant, il existe aussi des centrales avec des écrans, je pense notamment à l'Echo 2, mais moi je trouve que ces centrales-là sont overpricées par rapport aux fonctions qu'elles donnent. Parce que on peut le faire avec un ordinateur ou avec un smartphone. Et d'ailleurs, Rocco l'a bien compris avec la Z21, c'est que maintenant, ils font une interface directe avec le smartphone. Et eux ont poussé un peu plus loin le principe qu'avait mis en place Lens avec la topologie digitale plus de Lens. Parce qu'effectivement, c'est le chemin naturel du digital, c'est la commande par l'informatique. Alors que ce soit une informatique personnelle ou que ce soit une informatique via un smartphone, qui est un appareil informatique. C'est un ordinateur. Les smart téléphones et les tablettes sont des ordinateurs à forte possibilité de mobilité, mais d'un point de vue technologique, ce sont des ordinateurs. Donc c'est ça, en fait, le digital, c'est cet apport beaucoup plus en feeling via la MFAO. Voilà. Mais le corollaire de ça, c'est que ça augmente de 30% les coûts. Tous les coûts. Les coûts de câblage, les coûts d'infrastructure, c'est-à-dire les modules de commande, etc. Et le coût d'équipement du matériel roulant, qu'il soit prévu pour le digital, déjà digitalisé ou à digitaliser. Voilà. Et je pense ça sert à rien d'essayer d'antagoniser les deux systèmes. C'est deux philosophies qui sont complètement différentes, ou plutôt c'est la philosophie digitale est une philosophie
résolument tourné vers le pilotage via la FAO. Si c'est uniquement pour faire tourner ces trains avec une souris et là c'est sur un ovale ou 2 ovales ou un réseau très simple, il n'y a aucune raison de passer au digital. Par contre, pour un réseau comme Wessenheim, c'est totalement pertinent. Voilà, je pense que c'est à peu près ce que je pouvais en dire et ce que j'en pense. Gabriel, vu l'ampleur et le chantier de ton grand réseau, j'ai envie quand même de te poser la question, si toi tu devais donner un conseil à un modéliste qui voudrait se lancer justement dans une activité, dans ce loisir, le modélisme ferroviaire, quel conseil pourrais-tu lui donner? Je pense néanmoins de se lancer dans un projet tel que le tien ne serait peut-être pas adéquat, mais toi, en tant que modéliste, quel conseil pourrais-tu lui donner? Alors écoute Loïc, moi j'en ai déjà parlé pas mal sur la chaîne de Wessenheim et je vais continuer à en parler parce que je pense que c'est un point qui est très important. La première des choses, c'est effectivement de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, c'est-à-dire de savoir quel temps on va être en possibilité de pouvoir fournir à un projet qu'on veut mener à terme. Parce que ça ne sert à rien de se lancer dans des projets pharaoniques si on n'a pas de temps à s'y consacrer, parce qu'on a des obligations par ailleurs qui nous empêchent de pouvoir nous lancer dans l'aventure. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est effectivement d'avoir un outillage très robuste, de bonne qualité, de bonne facture, pas un truc à 3 francs 6 sous acheté à Lidl en pensant faire des économies. Là, vous voyez à cet endroit-là, ici, j'ai une visseuse qui est professionnelle, avec un énorme couple, ce qui fait que quand je visse dans du bois ou dans d'autres matériaux, je ne risque pas de foirer les vis parce qu'il me manque du couple pour finir le vissage. Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes. Donc effectivement, savoir où on va, le temps qu'on est prêt à y consacrer. Ensuite, avoir de l'outillage, parce que faire du modélisme, ça nécessite de l'outillage. Ensuite, avoir un budget, parce que le modélisme ferroviaire, et le modélisme en règle générale, mais le modélisme ferroviaire nécessite d'avoir un budget et donc d'avoir un peu une connaissance de ce que l'on est prêt à mettre, que ce soit mensuellement ou que ce soit en one shot quand on achète tout le matériel. Parce qu'effectivement, ce sont des coûts importants, même si on commence modestement, un kit de démarrage, c'est en soi déjà un coût important. Donc il faut savoir ce qu'on est prêt à allouer à ça. Ensuite, après, il ne faut pas hésiter en amont, avant de commencer le projet, à faire une liste de ce que l'on veut faire, parce qu'il y a vraiment une différence de philosophie entre un réseau point à point, par exemple, qui va vraiment être principalement dédié à la manœuvre, et un réseau circulant de type ovale, aplati, os de chien, toutes les configurations que tu veux. Parce qu'effectivement, on n'a pas forcément les mêmes demandes, et ça ne va pas correspondre non plus à l'encombrement et à tout ce qui est, j'allais dire, périphérique à la construction d'un réseau, notamment l'espace alloué, etc. Ensuite, après, l'autre conseil très important, c'est de déterminer dès le départ, en amont du projet, l'unité de lieu, l'unité de temps et l'environnement spatial que l'on veut dédier et que l'on veut montrer dans le réseau. Parce que, évidemment, on peut faire des réseaux avec du briquet de broc, du matériel jouef, des maquettes jouef des années 70, et puis assembler tout ça et faire voilà, de la récup à droite à gauche, quelques bâtiments carton. Mais on a beaucoup plus de plaisir, et je vous en ai parlé un petit peu précédemment, quand on crée une identité visuelle et graphique et esthétique. Hein, on est quand même, quand on fait du modélisme ferroviaire, on est quand même aussi dans une espèce d'expression artistique. Donc c'est vrai que c'est intéressant quand on a cette réflexion en amont, parce que du coup, on ne va pas acheter 36 000 types de matériel roulant parce qu'à un moment donné, on a une opportunité. Si on fait un réseau époque 2 ou époque 3, on ne va pas acheter un TGV ou un Régiolis, par exemple. C'est une perte de capitaux qu'on aurait pu utiliser pour améliorer ou monter en gamme la construction de notre réseau.
Ensuite, après, les autres conseils que je peux donner, c'est ne pas hésiter non plus à solliciter les artisans. Moi, je pense notamment à Bois Modélisme, qui propose maintenant des solutions qui sont très intelligentes. Et donc, du coup, effectivement, sur la construction d'un réseau, moi, si j'avais un réseau à recommencer de A à Z, j'appellerais le patron de Bois de Modélisme et je dirais, voilà, j'ai un réseau autour de pièces, par exemple, à faire, avec une rampe hélicoïdale. Est-ce que tu peux me faire un budget global sur une architecture à base de caissons? Je m'emmerderai plus à faire une architecture aussi compliquée et je recalibrerai ma conception de réseau en fonction des contraintes qui seraient apportées par cette menuiserie et qui me simplifie la vie. Voilà, donc ça c'est des choses comme ça. Moi je pense que déjà en commençant à se poser ces différentes questions, on peut avoir effectivement des bons réflexes et gagner du temps et gagner de l'argent. Enfin, pas gagner de l'argent, mais éviter d'en perdre inutilement. Ensuite, après, quand on commence, on a toujours tendance à en vouloir beaucoup trop. Et donc, du coup, à essayer de faire des projets, même si c'est un grand projet final, mais de le segmenter de telle façon à éviter de se retrouver avec le phénomène qui arrive très très fréquemment, qui est un phénomène de lassitude, où on ne peut plus voir les trucs en peinture. Et donc on laisse en plan pendant 6 mois, 1 an, voire plus, parce qu'on n'a pas le courage ou parce que quelque chose nous bloque. Ensuite, après, effectivement, dans le travail en amont, c'est aussi d'identifier nos points forts et nos points faibles. Parce qu'au final, on est tous capables de pouvoir réussir à construire et à faire du modélisme. Mais par contre, on peut avoir des difficultés, et ces difficultés, faut les avoir identifiées, et faut pouvoir soit s'entraîner sur des projets annexes, soit prendre des cours. Alors que ce soit via des masterclass d'autres modélistes sur YouTube ou dans des comment ça s'appelle, des magasins qui organisent des tutoriaux, des démonstrations de matériel, etc. Donc voilà, je pense que c'est tout ça à prendre en compte. Et effectivement, ne pas tomber dans le travers, de vouloir mettre trop de voix, de vouloir acheter trop de matériel roulant disparate, 3, de ne pas avoir d'unité géographique, parce que ça, effectivement, ça peut être problématique. Même quand on est dans un espace de jeu imaginaire, essayez quand même d'avoir une cohérence globale, ça vous donnera beaucoup plus de satisfaction. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. Le dernier point, qui est quand même non négligeable, c'est le budget. Parce que on doit quand même avoir en tête que commencer un petit réseau, même s'il est modeste, même si on prévoit des extensions futures, il y a quand même un budget de rail, il y a un budget d'électricité, il y a un budget, si vous choisissez en digital, de l'achat de la centrale, il y a un budget aussi du décor, et le décor est un poste très important en termes de coûts tarifaires, beaucoup plus important que la superstructure. Et c'est sûr qu'au plus on rajoute des rails, au plus on va devoir les motoriser, au plus on les motorise, au plus on va avoir besoin de boîtiers de commande. Donc ça aussi, ça augmente les coûts. Et au plus on a un réseau vaste, au plus on va avoir des besoins de décor et de matériel pour faire le décor qui sont importants. Donc je pense que tout ça, c'est tous ces éléments-là qui sont importants. Et voilà, mais la première des choses aussi, c'est d'avoir l'idée de faire. Gabriel, de nos jours, avec tous les réseaux sociaux, avec la multitude d'informations que l'on peut retrouver en ce moment, justement, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur des réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, etc., on trouve un vrai pêle-mêle d'informations ou de désinformations également. Justement, toi, tu penses quoi, justement, de cette évolution avec les réseaux sociaux? Est-ce que, justement, ça comble les désirs? Est-ce que ça répond à toutes les questions? Allez, parle-nous, toi, justement, de ton opinion sur les réseaux sociaux. Allez, c'est pour toi. Il faut vivre avec son temps. Dans les années 2000, il y avait les forums. Dans les années 2010, il y avait les réseaux sociaux. Maintenant, on est sur des expressions audiovisuelles. Alors, c'est parfois un peu pénible parce que
On est obligé d'essayer de faire une production audiovisuelle qui soit pas trop pénible à regarder. Et j'en sais quelque chose, parce qu'avec la chaîne Bienvenue à Wessenheim, des fois j'ai pas le temps, donc je fais une vidéo un peu sur le vif, et puis je me mange un shitstorm de commentaires qui me dit ah, ça tremble, le son est trop fort, on t'entend pas. Enfin, donc c'est sûr que la réalisation audiovisuelle pose toute une série de problèmes de temps, parce que monter une vidéo, c'est 1 heure par minute, si on veut faire ça bien. Thierry Pupier pourra vous en parler. Alors après, c'est toujours très intéressant de voir comment les gens font, comment ils montrent. Ça fait un peu des masterclass. Donc moi, je vais pas dire que je trouve ça pas bien. Je le fais. Donc je pense que c'est bien, ça permet d'enrichir, ça permet aussi de se faire une iconographie, de se dire tiens, il a utilisé ça, il a fait telle technique. Même si c'est pas explicité dans la vidéo, ou que c'est simplement montré en time-lapse. Moi je fais beaucoup en ce moment de vidéos time-lapse, parce que ça me permet de montrer aux gens que c'est pas très compliqué. Ça a l'air compliqué, mais c'est pas très compliqué. Et donc du coup, répondre aux commentaires ensuite après des gens qui disent ben, moi j'ai vu, j'ai l'impression que je serais pas capable de faire ça. Bien sûr que si, tout le monde est capable de le faire. Simplement, le fait de le voir, ça vous imprègne. Donc moi j'ai pas d'a priori négatif. Après, je pense que c'est voilà, c'est quelque chose qu'on donne aux autres. C'est une façon aussi de laisser une bouteille à la mer. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Merci pour toutes ces informations et justement tous ces conseils que tu peux donner justement à quelqu'un qui avait envie également de se faire plaisir dans le modélisme ferroviaire et bien débuter. C'est ton moment à toi justement. Si tu avais quelque chose à dire maintenant en modélisme ferroviaire, ce serait... Alors moi je voudrais rendre hommage à un très grand modéliste qui a théorisé le modélisme de l'atmosphère, monsieur Jacques Leplat. C'est quelqu'un qui a essayé de sensibiliser une génération de modélistes à la scénographie et au rapport quasi cinématographique du modélisme ferroviaire. C'est-à-dire comment s'affranchir du train joué pour rentrer dans la dynamique du tableau vivant. Et donc, mettre en place une grammaire visuelle qui permet de s'affranchir de l'environnement péjoratif que peut avoir le train joué pour passer au statut d'œuvre d'art, mobile, vivante, animée. Et il a donné un sacré coup de pied dans la fourmilière. Et ça en a dérangé plus d'un. Et à ce titre-là, c'est remarquable. Parce que, effectivement, moi, j'ai commencé à lire Loco-Revue, je vais 7 ans. Je comprenais pas un broc de ce débat. Parce que justement, quand on est petit, on est dans l'imaginaire. On se raconte des histoires. Donc du coup, l'évidence de cette scénographie retrouvée, pour moi, c'était lunaire. Mais quand j'ai relu les Loco-Revues que j'avais gardées bien précieusement dans leur reliure en 2009, et que je mettais en parallèle les réseaux présentés dans les Loco-Revues des années 80, je me disais, quand même, il leur a donné un taquet à tout le monde. Gentiment, amicalement, et avec... Alors après, il y a plein d'autres modélistes hein, qui sont dans ces années-là et qui avaient des vrais talents et qui étaient un peu... voilà. Mais le fait d'être sensibilisé à la scénographie et à l'environnement et d'essayer d'insérer, de réfléchir aux perspectives, de réfléchir
aux émotions finalement que va nous apporter ce tableau vivant. C'est l'un des premiers. Il y avait Paul Allen aussi aux États-Unis qui était un peu dans cette dynamique-là. Et c'est vrai que c'est une vraie révolution. Écoute Loïc, je voudrais te remercier. C'est un exercice qui est assez intéressant. C'est vrai que ça vient en écho un petit peu à ce que je fais moi sur la chaîne Bienvenue à Wessenheim. J'espère que ce que j'aurais dit dans cette vidéo vous aura intéressé. Je voudrais simplement faire passer un dernier petit message. Faites du train. Les gens, ne stressez pas, lancez-vous. Au plus on aura de gens qui feront du train, au plus le marché français deviendra intéressant pour les gros constructeurs et les fabricants. Au plus on aura du poids, au plus on pourra partager les choses. Faites vivre les artisans. On a des gens qui ont un talent incroyable, qui se vouent corps et âme pour vous offrir des produits de qualité. Faites-les vivre. Même si ça doit vous faire sortir 2-3 euros alors que vous pouvez faire ça avec vos bouts de ficelle, essayez de faire vivre les gens qui travaillent et qui se dédient là-dessus, parce qu'ils nous proposent des produits qui sont vraiment fabuleux. Et si on avait eu ça il y a 15 ans, on aurait tous bavé comme des dingues. Et là maintenant, on a des artisans talentueux qui nous proposent du matériel. Faites-les vivre. Et surtout, n'ayez pas peur de commencer modestement. Parce que même en commençant modestement, évidemment, on ne va pas tout de suite arriver au niveau de grands modélistes. J'ai eu des années de pratique de modélisme, mais on s'en fiche. L'objectif, c'est de faire. Et au plus vous ferez, au meilleur vous serez. C'est comme quand on apprend le dessin. C'est pas en faisant un croquis par semaine qu'on devient bon, c'est en faisant 40 croquis par jour. Et ben le train, c'est pareil. Le modélisme ferroviaire et le modélisme en règle générale, c'est pareil. C'est en faisant du modélisme qu'on devient bon. C'est en se plantant qu'on devient bon. Et c'est certainement pas en essayant de se dire « Ah mon Dieu, je n'y arriverai pas ». Tout le monde est capable de le faire. Faites du train. Merci Gabriel, merci infiniment de t'être prêté justement à l'exercice de l'interview justement sur LF Modélisme pour la communauté, pour tous les abonnés qui, je pense, ont pris plaisir à voir ce grand format. Oui, c'était un grand format pour pouvoir bien connaître et comprendre justement le travail de Gabriel sur le réseau de Wessenheim. À présent, je pense que tout le monde en sait un petit peu plus sur justement ta perception à toi du modélisme ferroviaire. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous retrouverez en description en dessous donc de cette vidéo le lien pour justement continuer à suivre la progression du réseau de Gabriel. Bienvenue à Wessenheim. En tout cas, moi, c'était un réel plaisir que de présenter justement ton travail, ton projet, d'avoir présenté justement à la communauté de LF Modélisme un modéliste supplémentaire avec sa perception et sa vision du modélisme ferroviaire. On en apprend de tous et je le répète assez souvent et comme tout le monde le dit à peu près dans ces vidéos également, se faire plaisir et jouer au train tel que tu le dis également, que l'on soit débutant, intermédiaire et confirmé. Je le répète assez souvent, il faut se faire plaisir. En tout cas, moi, je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, d'avoir pris le temps de regarder ces vidéos que je vous propose chaque semaine sur ma chaîne. En tout cas, peut-être ce sera vous la prochaine fois sur ma chaîne LF Modélisme. Je vous dis à ciao ciao, prenez soin de vous, bye bye.